En 1930, après 7 ans d'attente, Arthur Jones, le directeur du Department of the Director of the Naval Construction, commence les dessins du prochain porte-avions britannique. En effet, la Royal Navy se reposait sur 6 porte-avions. Le HMS Argus, ex-paquebot du nom de Conte Rosso, destiné à l'Italie, racheté puis converti en porte-avions. Sa forme définit la silhouette de tous les porte-avions du monde. Les HMS Courageous, Furious et Glorious sont tous d'ex-croiseurs de bataille formant la classe Courageous. Le HMS Eagle, converti depuis le cuirassé Almirante Cochrane, qui devait à la base servir le Chili, et enfin le HMS Hermes, premier porte-avions moderne de l'histoire de la marine, mais aucun avait un emport d'avion suffisant. Seul le HMS Courageous et le HMS Glorious pouvaient transporter un maximum de 48 appareils. Ce nouveau porte-avions devait pouvoir transporter 72 aéronefs, grâce aux 2 ponts de hangar. Les 2 catapultes à vapeur et les brins d'arrêt permettent de réduire considérablement la taille de la piste. Les plans sont finis en 1934 et prennent en considération toutes les restrictions budgétaires imposées. Mais les Anglais pouvaient se permettre d'ignorer les anciens traités, car ils étaient tous caducs en 1936. Mais le navire devait entrer dans les 23 000 tonnes autorisées du nouveau second traité naval de Londres, qui sera ratifié le 25 mars 1936. En 1935, les chantiers de la Camel Laird & Company Limited obtiennent le contrat après avoir estimé le coût de construction qui s'élève à environ 3 215 000 livres. La quille est posée le 16 septembre de la même année. Les plans étaient déjà prévus pour le tonnage autorisé du second traité. Pour rentrer dans la limite de poids, seules les parties sensibles du navire sont protégées, avec une ceinture blindée épaisse de 4,5 inches, tandis que le pont, la salle des machines ainsi que les munitions sont protégées par un blindage de 3,5 inches au niveau de la ligne de flottaison. Cependant, pour permettre au navire de rester dans les clous du traité, la ceinture blindée ne recouvre pas une très grande partie. Le pont d'atterrissage est blindé à 19 mm, il peut donc résister à des atterrissages ardus, à des fragments de bombes et d'obus. La cabine de pilotage aurait techniquement pu être blindée, mais par peur de déséquilibrer le navire et de dépasser les termes du traité de mars 1936, aucun travail n'a été effectué dans ce sens. Après 2 ans de construction, Madame Maud Hoare, l'épouse du premier lord de l'amirauté actuel, c'est-à-dire Samuel Hoare, doit baptiser le job numéro 1012. Lady Maud Hoare, wife of the First Lord. Ship Ark Royal, may God guide her and guard and keep all who sail in her. Le nom de Ark Royal est donné, référence au Ark Riley, un navire légendaire qui affronte l'invincible armada au XVIe siècle. La bouteille de champagne se brise au bout de la 4e fois, et comme le veut la superstition britannique, si la bouteille ne se brise pas au premier coup, le sang et le malheur s'abattent sur le navire. Le navire va se Normand jusqu'au mois de novembre 1938, et se constitue de 16 canons de 4,5 pouces, double usage, répartis en 8 tourelles doubles, 4 de chaque côté du navire et guidés par un système de tir HACS Mark IV. Puis, pour la défense moyenne portée, 4 tourelles octuples de 40 mm pom-pom, et pour la défense à courte portée, 8 tourelles de 4 mitrailleuses de 12,7 mm Vickers. Fin décembre 1938, son équipage monte à bord et effectue les premiers tests. Et bonne nouvelle pour le navire, il est plus rapide que prévu. Il atteint les 31 nœuds, soit 57 km/h, contre les 30 attendus. Le navire rejoint la Home Fleet, la situation européenne devenant beaucoup trop inquiétante. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne et commence ainsi la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Troisième Reich. C'est alors que la stratégie allemande se met en place. Elle veut utiliser ses U-boats dans l'Atlantique pour couper le ravitaillement britannique. Il est temps, pour Winston Churchill, nouveau chef de l'amirauté, de tester ses groupes de chasseurs tueurs, excluant les tactiques de convoi de sa stratégie, la jugeant beaucoup trop passive et défensive. Le 11 septembre, le HMS Ark Royal part pour l'Atlantique. Le Firby a envoyé un signal de détresse précisant qu'il a été attaqué par un submersible. La position du naufrage a été transmise par le U-48 pour qu'un sauvetage ait lieu. L'Ark Royal et son escorte, composé de 4 destroyers de classe F, le HMS Foxhound, Firedrake, Fortune et Falknor, se mettent en route pour chasser le U-boat. Mais durant la nuit, le HMS Fortune est détaché pour être remplacé par le HMS Eskimo, un destroyer de classe Tribal. Le 12 et 13 septembre, le groupe effectue plusieurs raids contre le sous-marin, sans succès. Le 14, 3 navires de classe Tribal, HMS Tartar, Bédouin et Punjabi, rejoignent l'escorte du HMS Ark Royal et partent à la recherche du Fanad Head, coulé un peu plus tôt. À 15h12, pendant que le HMS Ark Royal tente de rattraper son écran, qui s'était déployé pour rechercher le navire marchand, le U-39 tente sa chance et tire 2 torpilles en direction du porte-avions. Mais un gros défaut des torpilles G7A va créer un gros sillage derrière la torpille.
Le signaleur principal fait un rapport très précis de la trajectoire des torpilles permettant à l'Ark Royal de passer outre cette attaque. Puis les 3 destroyers de classe F sont revenus et après avoir communiqué le coup de départ des torpilles, les destroyers vont utiliser les ASDIC pour repérer le U-39. Celui-ci remonte à la surface et prend plusieurs tirs de canon de 120 mm. L'évacuation du sous-marin a lieu et tout l'équipage est fait prisonnier. C'est à la fois le premier U-boat mis hors de combat mais aussi la première utilisation du ASDIC fructueuse. Après avoir coulé le U-39, 3 Blackburn Squad décollent du Ark Royal. Les classes tribales ont repéré le U-30, mais ont perdu sa trace. À 15h55, les Shkoa font s'empiquer sur le U-30, qui était en train de se ravitailler à bord du SS Fanad Head. Le U-39 plonge en catastrophe, et les bombes de 20 livres ont explosé au contact de l'eau, mais cette attaque précipitée va détruire 2 Shkoa, ayant largué trop près de l'eau. Le U-30 va finalement s'en sortir malgré la traque longue de 4 heures des destroyers de classe tribale. Jusqu'au 16 septembre, pas mal de recherches infructueuses seront lancées. Le 17, à 7h, le HMS Ark Royal et son escorte rentrent à Loch Erie. Le vice-amiral Vels fait son rapport. Outre les résultats obtenus dans cette opération, les 5 jours de vol ont été des plus précieux. Parfois, il y a eu des mouvements considérables sur le navire, mais l'atterrissage sur le pont a toujours été bon. Le grand nombre de vols de reconnaissance réussis effectués à plusieurs reprises dans des conditions où le temps aurait été jugé trop mauvais pour voler en temps normal m'ont donné une confiance accrue dans les observateurs. En général, l'efficacité opérationnelle d'Ark Royal s'est nettement accrue. À la suite de cette opération, je suis d'avis que pour obtenir les meilleurs résultats dans le travail anti-submersible, au moins 6 destroyers sont nécessaires. 4 de ces navires seraient utilisés pour le dépistage et le reste comme force de frappe. Compte tenu de la faible puissance de frappe d'un avion, 6 bombes anti-submersibles de 100 livres, il est hautement souhaitable de les envoyer par paire, mais cela nécessite naturellement un très grand nombre d'avions, dans une recherche tous azimuts et est rarement réalisable. La pénurie d'observateurs dans l'Ark Royal s'est fait sentir au cours de cette opération, et il ne fait aucun doute que, tant qu'elle ne sera pas corrigée, le navire fonctionnera bien en deçà de sa capacité d'exploitation. Toute l'essence du succès dans ce type d'opération résidait dans le fait de porter immédiatement un coup efficace à n'importe quel sous-marin signalé. C'est presque impossible avec un armement de bombes anti-submersibles de 100 livres, car on peut s'attendre à ce que seul un grand nombre de ces bombes donne un résultat décisif. Je considère que, bien que la théorie du bombardement en ligne avec un grand nombre de petites bombes par opposition à un petit nombre de grandes bombes soit correcte, en ce qui concerne la probabilité d'obtenir un coup, les dommages susceptibles de s'accumuler à partir de 100 livres d'impact, une bombe est insuffisante pour assurer la destruction. Je recommande qu'une enquête immédiate soit entreprise pour découvrir un moyen approprié de transporter 3 grenades sous-marines sur un avion Swordfish, de préférence sur le porte-torpille. Une charge avec un contenu explosif très important est requise, et elle doit être capable de résister à une chute de 2 à 300 pieds à 200-250 miles par heure. À 11h, Winston Churchill vient féliciter le groupe pour l'élimination du U-39. À 13h45, l'Ark Royal reprend la mer, accompagné des 4 destroyers de classe F, HMS Fortune, Fearless, Fury et Forester. Ils vont rejoindre le HMS Somali et HMS Matabele, partis à 11h13 sur la piste d'un éventuel U-boat. Mais un événement majeur va survenir. Le navire marchand Kafristan envoie un signal d'aide. C'est le groupe du HMS Courageous qui va répondre au signal. Il envoie 2 de ses 4 destroyers à la rescousse du navire marchand. Finalement, après avoir patienté 2 heures, le U-29 lance 3 torpilles sur le porte-avions. 2 vont toucher. Et en 20 minutes, le navire est perdu avec 519 membres d'équipage. Il est le premier bateau de guerre anglais coulé par l'Allemagne. Cette action engendrera une grande euphorie au sein de la Kriegsmarine, qui vient après tout de détruire un grand navire capital de l'Angleterre. Le lendemain, le Ark Royal est ramené d'urgence. Après 2 semaines de guerre, c'est la fin des groupes chasseurs-tueurs. Les Britanniques ont conclu qu'il était trop risqué d'utiliser leur porte-avions pour chasser les U-boats. Surtout que l'Ark Royal a failli être perdu le 14 septembre contre le U-39. Le 25 septembre, un groupe de la Home Fleet composé du HMS Nelson, le navire capital, HMS Rodney, HMS Ark Royal ainsi que 10 destroyers partent aider le submersible Spearfish de classe S. Une fois trouvé, 2 destroyers quittent la formation, le HMS Eskimo et Somali, pour escorter le submersible. Finalement, le 26 à 11h, 4 Dornier DO-18D sont repérés par les radars du HMS Rodney et confirmés par le HMS Nelson. L'Ark Royal envoie 3 Shkoa pour les intercepter, puis 3 autres 30 minutes plus tard. Après un Dornier abattu, 3 autres sont envoyés à 12h30, finalement, un seul des 4 Dorniers s'en sort. À 13h45, le radar du HMS Rodney repère 9 avions HE-111H du Kampfgeschwader 26 et 4 Junkers 88 du Kampfgeschwader 30. Un signal de drapeau est envoyé, mais cette fois-ci le Nelson ne confirme pas et ignore le signal du Rodney. À 14h20, les avions arrivent, et un barrage lourd antiaérien dissuade les Henschel d'approcher. Mais les Junkers 88 choisissent d'attaquer le Ark Royal. Après avoir abattu et ou repoussé 3 avions Junkers, le lieutenant Adolf Frank lance 2 bombes de 500 kg. Il entend s'esclaffer à la radio « Énorme gerbe d'eau à côté du navire !» Frank regarde rapidement et voit une grosse gerbe d'eau ainsi qu'une lumière vive. Il se demande « L'ai-je touché ? Ou bien est-ce un tir AA ?»
mais il est contraint de partir vite sans avoir une confirmation. Il transmet à la radio, attaquant piqué avec 2 bombes SC-500 sur un porte-avions. La première a manqué de peu, la seconde a potentiellement touché l'arc du navire, effet non observé. Une fois de retour, il est accueilli comme celui ayant coulé l'arc royal. Tout le monde le félicite, sauf le colonel Zibourg, qui lui demande « L'avez-vous vraiment touché ?» Frank répond « Non mon colonel. » « Dans ce cas, tu ne l'as pas touché, affirme Zibourg. Pourtant, Hermann Göring, après avoir cherché des preuves et avoir trouvé des flaques de mazout, affirme à la radio que la Luftwaffe a coulé le Ark Royal et endommagé un cuirassé. Le 27 septembre, les 2 cuirassés et le Ark Royal entrent à la base, sans dommage. Un attaché américain est même invité sur le Ark Royal pour prouver qu'il est bel et bien à flot. Et l'attaché naval britannique à Rome convainc le Premier ministre Benito Mussolini que l'Ark Royal n'a pas été coulé et temporise l'entrée en guerre italien. Cet épisode embarrassera grandement la propagande nazie qui affirmera avoir coulé un navire majeur sans plus de preuves. Le 1er octobre, l'Ark Royal part de Scapa Flow pour former la force K prévue pour traquer le croiseur lourd Admiral Graf Spee. Même si lui et le croiseur de bataille HMS Renown n'ont jamais combattu le Spee, leur présence influe grandement sur le choix de sabordage par Langsdorff. En effet, le 17 décembre, une fausse commande de carburant a été laissée fuiter, lui faisant croire que le HMS Renown et le Ark Royal étaient arrivés et qu'ils ne pourraient plus forcer le passage face au HMS Ajax et HMNZS Achilles. Le 8 avril 1940, le navire est en attente à Gibraltar. Le 9, l'Allemagne lance l'opération Wesermong. Et l'amirauté n'arrive pas à soutenir correctement les forces envoyées en Norvège. Le 16 avril, le HMS Ark Royal et HMS Glorious sont appelés. Ils arrivent le 23 à Scapa Flow et partent immédiatement pour la Norvège. Ils effectuent plusieurs allers-retours entre Scapa Flow et la Norvège. Le 27, après s'être séparés du HMS Valiant pour rentrer, des Einschel 111 et Junker 88 l'attaquent. Mais le Ark Royal manœuvre habilement et son aras efficace permet d'éviter d'être touché. A partir du 1er mai, les Britanniques se rendent compte qu'ils ne peuvent plus endiguer la progression des Allemands en Norvège et commencent à évacuer certains secteurs. Les attaques aériennes contre les porte-avions s'intensifient, mais le navire s'en sort toujours grâce à ses avions et son puissant barrage antiaérien. Le 18 mai, des troupes françaises arrivent à Narvik et reçoivent le support de l'Ark Royal. Mais quelques semaines plus tard, l'évacuation de Narvik est ordonnée et l'opération Alphabet commence. Du 4 au 8 juin, le Ark Royal et le Glorious effectuent des voyages entre Scapa Flow et Narvik pour évacuer les soldats polonais, anglais et français. Mais un spectre plane. Même 2. L'Allemagne lance l'opération Juno pour forcer les Britanniques à relâcher la pression sur Narvik. Le Scharnhorst, Gneisenau, Admiral Hipper, Z7, Z10, Z15 et Z20 se précipitent dans la mer du Nord. L'Admiral Hipper et les destroyers sont détachés, et les croiseurs de bataille vont alors croiser le HMS Glorious, accompagné du HMS Ardent et Acasta. Après 2 heures de combat, Scharnhorst et Gneisenau coulent le porte-avions et les destroyers, mais le HMS Acasta a lancé une attaque audacieuse, réussissant à mettre une torpille au but sur le Scharnhorst. Le 9 juin, le Scharnhorst est localisé dans le port de Trondheim. Le Ark Royal lance une attaque sur lui le 13 juin, mais se solde par un échec retentissant. Son escorte a fait une erreur de manœuvre dans le brouillard, ils se sont éperonnés mutuellement et doivent quitter la formation pour réparation. Les Bf-109 du Jagdgeschwader 77 arrivent à détruire 8 Skua sur 15. Après la campagne de Norvège, le Ark Royal est envoyé à la Mediterranean Fleet et arrive à Gibraltar où il rejoint la force H le 23 juin. Mais le temps qu'il arrive, la situation a quelque peu changé. La France a capitulé la veille, et la flotte française, selon les clauses du traité, reste dans son intégralité sous le pavillon français. Mais les Britanniques ne sont pas rassurés pour autant. En effet, elle est désormais seule, et le tonnage italien et allemand dépasse désormais le sien. Surtout qu'elle doit protéger les convois et maintenir une présence en Asie au cas où le Japon ferait un peu trop de zèle. Les relations franco-britanniques se sont fortement dégradées depuis l'armistice, car la France ne veut pas céder sa flotte. C'est alors qu'un jeu étrange autour de la force maritime française va avoir lieu. Les Britanniques pensent que la flotte française va combattre sous pavillon allemand, mais Hitler souhaite le désarmement de la flotte française, mais ne peut l'exiger pour le moment. Il veut éviter de donner une bonne raison à la marine française de se ranger du côté anglais. Philippe Pétain fait un geste. Il ordonne qu'on désarme ou s'aborde une centaine de navires. Mais ils sont vieux et d'importance militaire mineure, à un tel point que la puissance de la flotte française reste inchangée. Pour les Anglais, le temps presse. Et même si l'amiral Darlan assure que la flotte française se saborde si l'Allemagne ou l'Italie changent d'attitude, pour eux la menace plane toujours. Surtout que le cuirassé Richelieu part de Dakar pour allier Casablanca. Ce cuirassé moderne ne doit pas tomber entre les mains de l'Axe. Le 25 juin, le cuirassé est accompagné du torpilleur Le Fleuret. Les Britanniques apprennent la destination du Richelieu et veulent l'assujettir. C'est alors qu'une escadre est formée pour l'intercepter. Le HMS Hood ainsi que le Ark Royal sont envoyés. Le croiseur lourd Dorsetshire suit de près les mouvements du Richelieu, mais au milieu de sa course, il fait demi-tour et rentre à Dakar. Le 27 juin, le cabinet britannique a approuvé l'opération Catapulte et va soumettre un ultimatum aux flottes françaises de Dakar, de Mers-el-Kébir, d'Alexandrie et des Antilles. La demande est la suivante. La flotte française doit rejoindre le Royaume-Uni dans sa lutte contre Hitler et Mussolini. Ou bien, la flotte doit se saborder, ou encore, la flotte doit rejoindre le Royaume-Uni ou les États-Unis d'Amérique, ou même les Antilles, pour y être désarmés à leur convenance. Si aucune des demandes n'est acceptée par les Français, les Anglais se réservent le droit d'utiliser toutes leurs forces qu'ils ont pour couler la flotte française.
Durant la nuit de 2 juillet, l'Ark Royal, le Hood, le Valiant et le Resolution, avec 3 croiseurs légers et 10 destroyers, partent de Gibraltar en direction de Mersa-el-Kébir. L'amiral Somerville a hissé son pavillon sur le HMS Hood, et il est résolu à mener sa mission à bien. Le 3 à 3h, le destroyer HMS Foxhound commence les négociations avec l'amiral Jean Soule, mais l'amiral français ne veut pas coopérer. L'Ark Royal va envoyer à partir de 11h05 des mines de 600 kg avec 340 grammes de charge explosive dans chaque mine. Plus le temps passe, et plus les Anglais arrivent à convaincre Jean Soule. Mais un événement majeur va survenir. Le vice-amiral Leluc, commandant du croiseur lourd Colbert, envoie des messages radio et indique que des renforts d'Alger et de Toulon arrivent à son secours. Une fois que les Britanniques ont intercepté le message de Leluc, le message suivant est réceptionné à 16h46 par l'amiral Somerville. Réglez cette affaire rapidement ou vous aurez des renforts à gérer. L'honneur de tirer le premier est réservé à l'HMS Hood. Il ouvre le feu à 17h54. Un swordfish communique le point d'impact des obus. Puis le HMS Resolution ouvre le feu et marque un coup au but sur le Dunkerque. Puis le HMS Valiant touche 2 fois. Le Dunkerque et le Provence répliquent, sans succès. Le croiseur de bataille souffre de la trop grande dispersion de ses obus, et le Provence tire à 12 000 mètres au lieu de 16 000. Pendant que le Dunkerque manœuvre pour partir, il tire et détruit le télémètre du Provence. Puis le Valiant tire une nouvelle salve et marque 3 coups au but. Le Dunkerque est hors combat et contraint de se jeter contre la plage pour ne pas couler. Puis le HMS Hood ouvre le feu sur le Provence. Il touche la poupe et un incendie commence. Le Dreadnought suit la même route que le Dunkerque. Le Valiant tire une nouvelle salve qui touche directement le Bretagne. L'obus explose dans leur atelier à munitions. Le Bretagne est détruit sur le coup, et 1000 de ses marins périssent avec le navire. Somerville cesse de tirer, pour laisser le temps aux marins du Bretagne de quitter le navire. À 18h18, le HMS Foxhound signale qu'il est sous le feu ennemi. En effet, le Strasbourg, Volta, Mogador, Kersin, le Terrible, Lynx et Tigre s'échappent du port, et attaquent le Foxhound et le Forester. Il signale aussi qu'une attaque torpille longue distance est hautement probable. Somerville envoie tous ses destroyers, croiseurs légers et surtout le seul navire capital capable de suivre et combattre le Strasbourg, le Hood. L'Ark Royal fait décoller des Skua et des Swordfish. Le Hood arrive à portée et tire sur le Mogador qui est touché du premier coup dans ses grenades sous-marines qui explosent. Le navire quitte la formation et s'échoue au large. Les Skua et les Swordfish sont arrivés à 12 000 mètres au-dessus du croiseur de bataille et foncent en piqué sur le Strasbourg, mais la défense AA fauche 4 avions, et les bombes embarquées n'étaient pas capables de percer le pont et ont juste rebondi ou roulé jusqu'à la mer. Finalement, l'escadre du Strasbourg arrive à échapper à Somerville et renonce à les poursuivre la nuit venue. Le 4, la force H revient à Gibraltar. Mais un rapport aérien indique que la capacité de combat du Dunkerque n'a peut-être pas été désactivée. Il est décidé de frapper le Dunkerque une nouvelle fois, mais en limitant les dégâts qu'au seul cuirassé. Un rapport aérien arrive le 5, et conforte les Anglais dans l'idée de frapper le navire à nouveau. Apparemment, les dégâts seraient mineurs, et le croiseur de bataille pourrait reprendre la mer dans 4 mois. Le 6, l'Ark Royal et la force H, sauf le HMS Resolution, partent pour Mersa-el-Kébir. Une fois sur place, le porte-avions lance sa première escouade de 3 Swordfish à 5h20. Sa seconde à 5h45 et sa troisième à 6h20. Les Swordfish sont équipés de torpilles. La première vague arrive à 6h28 et lance leurs torpilles, 2 coups au but, une au milieu du navire mais traverse sans exploser, l'autre touche sous le pont à tribord. La seconde vague arrive. Le premier avion n'arrive pas à lancer sa torpille, le second et dernier avion tire et touche vraisemblablement au milieu du navire, mais ils ont touché par mégarde, sans le savoir, un bateau auxiliaire, le Terre-Neuve. Ces grenades anti-sous-marines ont explosé, provoquant la destruction instantanée du petit bateau. La troisième vague intervient. La première torpille marque au but, mais elle n'explose pas. La seconde touche, et une explosion est constatée, mais décidément, le Dunkerque est sous une bonne étoile et le remorqueur Edzrel a pris la torpille à sa place et explose sur le coup. Quant à la troisième, elle a été lancée trop tard. Elle n'a pas eu le temps de s'amorcer. Elle touche sans rien faire. Dans les cieux, les Skua combattent les H-75 français, mais les Skua n'arrivent pas à prendre le dessus et 2 Skua seront perdus et d'autres endommagés. Cependant, la mission est un succès. Le Dunkerque est éventré et aura au moins 1 an de réparation. La force H rentre à Gibraltar après cette action. Au mois de septembre 1940, il est décidé de mettre hors de combat le cuirassé Richelieu. La force M est prête et part le 6 septembre. La force M se compose des cuirassés Barham et Resolution, du Ark Royal, des croiseurs lourds Cumberland, Devonshire, Australia. 2 croiseurs légers et 11 destroyers sont rejoints plus tard par des avisos de la France libre. Ils arrivent le 23 au large de Dakar. Pierre Boisson, gouverneur de l'Afrique occidentale française, fait échouer toute tentative politique et diplomatique, affirmant qu'il a reçu la mission de défendre Dakar et de venger les 1300 marins morts de Mersa-el-Kébir. Surtout que Dakar vient d'avoir des renforts de la force Y commandée par Émile-Marie Lacroix. Les premiers mouvements sont faits par Vichy, qui lance le sous-marin percé dans la bataille. Il tente une attaque sur le HMS Inglefield, mais il est vite repéré et coulé. Les Britanniques pensent qu'une issue diplomatique est toujours possible, et que la figure de Charles de Gaulle, qui était présent, suffirait. Mais toutes les manœuvres de l'après-midi ont échoué. Un ultimatum est lancé la nuit. Boisson répond « La France m'a confié Dakar, je défendrai Dakar jusqu'au bout ». Le 24, l'Ark Royal envoie 6 QA avec 6 bombes SAP de 225 kg. L'objectif,
neutraliser le Richelieu, qui est immobilisé depuis l'attaque du HMS Hermès du 8 juillet 1940. La première vague de SCUA a été mise en déroute par la AA du Richelieu. Des Swordfish avaient été envoyés un peu plus tard pour désactiver le fort manuel, mais cette attaque manque la cible. À 8h45, des Swordfish partent torpiller le Richelieu, mais cette fois les conséquences sont plus graves. Vichy dispose de H-75. 2 Swordfish sont abattus par la AA du Richelieu et 1 par les H-75. Dans l'après-midi, à 14h45, c'est 9 Swordfish escortés par 3 SCUA qui doivent détruire les croiseurs légers Montcalm et Georges Léguès. Mais cette attaque tourne aussi mal. Le Malin détruit instantanément 2 Swordfish et 1 est détruit par le Montcalm. Et la seule torpille qui a été envoyée dans l'eau a été esquivée facilement. Durant la journée, le submersible Ajax a été coulé par le HMS Fortune et le contre-torpilleur audacieux a été mis hors de combat par le HMAS Australia et le Richelieu a eu divers problèmes avec sa poudre, a été touché à 2 reprises par le HMS Barham. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les Anglais. Mais le matin du 25, le dernier sous-marin du secteur, le Bévésier, trouve une occasion de tir à 9h et touche d'une torpille le cuirassé HMS Résolution. Trop endommagé, avec un énorme gîte, il doit être remorqué par le HMS Barham. Puis c'est au tour du Barham d'être touché par un obus de 380 mm du Richelieu. Les Anglais sont contraints de se retirer, ils ont subi de trop grosses pertes, 2 cuirassés endommagés, 2 croiseurs lourds endommagés, et surtout les H-75 empêchent toute sortie des avions du Ark Royal. En 15 minutes, l'État français venait de renverser la vapeur et de gagner une bataille navale contre les Anglais avec une flotte plus maigre et handicapée par un Richelieu immobilisé. Mais elle le doit beaucoup à la supériorité de ses chasseurs sur les avions du HMS Ark Royal. Le navire entre en Angleterre le 8 octobre pour maintenance et en sort le 3 novembre. Jusqu'au 24 novembre, l'Ark Royal participe à des opérations mineures. Mais le 25, l'opération Collar commence. Le but est d'escorter 4 convois vitals à Malte. La flotte de Sommerville est assez conséquente. L'Ark Royal, le HMS Renown, le HMS Ramillies et le croiseur lourd HMS Berwick, ainsi que 6 croiseurs légers et 14 destroyers. Le 26, aucun signe inquiétant, mais à midi, l'Italie mobilise sa flotte. 2 cuirassés, 6 croiseurs lourds et 14 destroyers. Le matin à 9h54, du 27, les deux forces se rencontrent. Les avions de reconnaissance du Ark Royal fait un rapport au HMS Renown. 5 croiseurs, 5 destroyers nord vers sud-ouest. Les Italiens avaient reçu un rapport similaire. À 9h45, un Imama Romeo Aero 43 lancé par le Bolzano fait le rapport suivant. Un cuirassé, 2 croiseurs légers, 4 destroyers à 135 km sud-ouest du cap Spartivento. À 12h, l'amiral italien Igno Campioni reçoit un rapport du Aero 43 du Gorizia et fait état de 2 cuirassés, 8 croiseurs et une dizaine de destroyers. L'Italie frappe le premier. Le croiseur Fiume tire sur le HMS Manchester et le manque de peu. Puis le Pola et le Gorizia tirent sur le HMS Berwick. Un obus touche la tourelle Y et met le navire en feu. Les croiseurs légers anglais arrivent à portée de tir et fixent les croiseurs lourds italiens. Le HMS Manchester touche le destroyer Lanciere, qu'il prend à ce moment-là pour le Bolzano. Puis le HMS Renown arrive à portée et commence à faire feu. Le Trento se cache derrière un écran de fumée. Le Ramillies arrive enfin sur le champ de bataille, mais avec ses 20 nœuds, il n'arrive pas à suivre. Les navires manœuvrant à 25 nœuds en moyenne. Il aura tiré de salves infructueuses. Le HMS Berwick subit, à nouveau, un tir de 203 mm tiré par le Trento et le Trieste. Cette fois, il perd toute l'électricité de sa partie arrière et perd aussi sa tourelle X. Les Swordfish interviennent et lancent une attaque torpille sur les cuirassés italiens. Mais un écran de fumée lancé par les navires écrans empêche un largage précis, qui sont donc lancés dans la fumée. Ils rapportent un coup au but, mais c'est faux. Aucune torpille n'a touché. Ils ont confondu avec un tir du Vittorio Veneto. Après que le Vittorio Veneto ait tiré 4 salves, la flotte britannique se retire, ainsi que la flotte italienne. Le HMS Manchester a été légèrement touché par le Veneto, et Sommerville pensait que la perte d'un croiseur lourd italien pour un anglais endommagé était suffisant, surtout qu'il a un convoi à escorter et le HMS Renown fait face à 2 cuirassés. De plus, il a été surpris par la précision des salves italiennes, et soulève que si l'Italie avait concentré ses frappes, il aurait pu perdre 1 ou 2 navires. De son côté, l'Italie ne veut pas poursuivre le combat. Elle a peur de perdre une bataille décisive, et Campioni a reçu l'ordre d'engager qu'en cas de nette supériorité italienne. Surtout qu'il pense faire face à 2 cuirassés et un porte-avions. Il ne savait pas que le HMS Ramillies ne prenait plus part au combat, mais aussi qu'une partie de la flotte de Sommerville a été détachée pour protéger le convoi. Il était donc en assez bonne supériorité, et a manqué une occasion de porter un grand coup à la Royal Navy. Il avait le temps devant lui, et la flotte britannique ne pouvait se déplacer qu'à 25 nœuds et la sienne à 30 nœuds. Dans l'après-midi, Sommerville veut achever le cuirassé qu'il pense endommager. L'Ark Royal lance 9 Swordfish. Une fois sur place, il voit 2 cuirassés et une dizaine de destroyers. Ils veulent utiliser le soleil pour attaquer, mais ayant carte blanche sur les cibles qu'ils pouvaient engager, ils se tournent sur le Lanciere, qu'ils pensent toujours être le Bolzano. Ils lancent leur attaque, mais le Lanciere arrive à relancer ses moteurs et esquive les torpilles. Pendant ce temps, 10 Savoia Marchetti 79 et 5 CR-42 attaquent le HMS Royal. Les Fulmars de l'Ark Royal contraignent les SM-79 à larguer leurs bombes, mais les CR-42 dispersent les Fulmars. Ils vont en abattre un. Les Fulmars vont revendiquer un SM-79 abattu, ce qui sera nié par l'Italie.
La thèse la plus probable, c'était qu'ils auraient abattu un NC-223, un avion postal qui ralliait Vichy et la Syrie. Jusqu'en mai 1941, l'Ark Royal va continuer ses opérations. En février 1941, il quitte la protection des convois de Malte pour traquer les croiseurs de bataille Scharnhorst et Gneisenau. Mais au moment décisif, une catapulte défaillante détruit un avion et endommage le navire. L'occasion y manquait et après réparation, il retourne en Méditerranée pour escorter et apporter des avions à Malte, mais aussi pour bombarder les dépôts de carburant du port de La Spezia. Le 24 mai 1941 a lieu la bataille du détroit de Danemark. L'amirauté veut empêcher une sortie du Bismarck, le tout nouveau cuirassé de l'Allemagne nazie. Après une filature du HMS Norfolk, la bataille commence à 5h50. Et au bout de la 5e salve du Bismarck, le HMS Hood explose, touché en plein dans le talon d'Achille du navire. Puis le HMS Prince of Wales subit un tir qui pulvérise sa passerelle de navigation, tuant la quasi-totalité de l'état-major à bord, bien que le commandant soit épargné. Le Prince of Wales arrive tout de même à toucher le Bismarck, perçant un réservoir à l'avant du navire, le contraignant à réduire sa vitesse. La bataille s'achève avec un goût amer pour les Anglais, qui décident de lancer une grande traque avec la Home Fleet. Le 26, un Catalina piloté par l'américain Leonard B. Smith repère un cuirassé à 10h10. La AA du navire ouvre le feu et déchire la coque de l'avion. Smith largue ses bombes et s'échappe et transmet à la radio. Un cuirassé, cap 240, distance 5 miles, cap 150, vitesse 20 nœuds, ma position 49, 33, N, 21, 47, W, heure de transmission 10h30, le 26. À 12h, l'Ark Royal envoie 2 avions de patrouille. Ils reviennent à 14h. Des indices laissent penser qu'ils ont croisé le Prinz Eugen. Mais le capitaine Maund soutient que c'est le Bismarck. Il lance 15 swordfish pour attaquer le cuirassé. Ils sont équipés de toutes nouvelles torpilles à détonateur magnétique et décollent à 14h50. À 15h50, le swordfish ASV détecte un navire. Les bombardiers piquent et lâchent leurs torpilles. Sauf 3 d'entre eux. 9 torpilles manquent leur cible et 3 touchent sans résultat. Et heureusement pour les Anglais, car c'était le HMS Sheffield qui s'était détaché et heureusement il n'a pas riposté. Les Britanniques peuvent à ce moment remercier le dysfonctionnement de leur nouvelle torpille magnétique. À 17h40, le HMS Sheffield identifie le Bismarck et communique l'information. Et les Anglais sont inquiets. Le Prince of Wales et le Victorious n'ont presque plus de carburant et doivent rentrer. Le HMS Rodney et le King George V doivent eux aussi bientôt rentrer. Et le HMS Renown, qui accompagne la force H avec le Ark Royal, ne peut pas engager seul le Bismarck et a reçu l'ordre de l'engager à l'unique condition que le Bismarck soit déjà en combat avec le Rodney et le King George V. À 19h, 15 swordfish décollent avec la mission de retenir le Bismarck. Ils ont repris leur ancienne torpille à détonateur à contact. À 19h54, les avions survolent le Sheffield, qui leur transmet la position du Bismarck par signal lumineux. Puis à 20h48, les swordfish piquent et s'attaquent au cuirassé. Ils lancent leur torpille et le Bismarck ouvre le feu. Plusieurs avions sont endommagés, mais 2 torpilles sûres vont toucher. Une au centre du navire provoquant des dégâts à la salle des machines, mais pire encore, une sur le gouvernail le bloquant à 12 degrés bâbord. La mission est un succès. Le Bismarck va tourner en rond, jusqu'à trouver une combinaison d'hélices lui permettant de naviguer normalement, mais à une vitesse très réduite. La traque se finit le 27, quand le HMS Rodney, King George V, Norfolk et Dorsetshire engagent et coulent le Bismarck. Le 28, la force H rentre victorieuse à Gibraltar. Pendant plusieurs mois, l'Ark Royal va effectuer plusieurs escorts de convois et des livraisons d'avions à Malte, notamment durant l'opération Substance et Halbard, et l'Allemagne décide donc d'envoyer des U-boats opérer en Méditerranée. Le 4 novembre 1941, le capitaine-lieutenant Friedrich Guggenberger part de Brest. Il sert à bord d'un U-boat type 7C, le U-81. Il passe le détroit de Gibraltar le 12 novembre. Le 13, la force H rentre dans l'opération Perpetual. Tout s'est bien déroulé, et la livraison d'avions a bel et bien eu lieu. À 15h40, le HMS Légion a un contact sonar. Sans le savoir, il vient d'entendre une torpille. Mal interprété, l'opérateur pense qu'il s'agit d'un bruit de moteur allié. 1 minute plus tard, une explosion. L'Ark Royal est touché. Un trou de 9 mètres par 40 a été fait par la torpille, sous la ligne de flottaison. Très vite, l'eau s'engouffre dans le navire. Les chaudières tribord, le standard téléphonique, les générateurs et d'autres éléments moins vitaux sont inondés. Le navire perd toute capacité à communiquer à l'arrière, qui se retrouve aussi sans électricité. Le capitaine Maund ordonne l'arrêt du navire. Celui-ci continue sa trajectoire. Il comprend alors qu'il ne peut plus communiquer avec la salle des machines. Il envoie donc un messager. Le navire s'arrête, mais le trou s'est élargi et un jet de tribord inquiétant se fait ressentir. À 16h05, l'alerte est donnée. Il faut évacuer le navire. Maund voulant éviter une catastrophe comme sur le HMS Glorious ou Courageous. Le HMS Légion arrive et commence l'évacuation. À 16h48, le Légion a fini l'évacuation, il ne reste que sur place les équipes de contrôle d'avarie. À 17h, les chaudières bâbord sont contraintes d'être arrêtées, et l'Ark Royal perd toute sa puissance électrique. Les pompes n'opèrent plus. La contre-inondation permet toutefois de réduire le gîte de 18 degrés à 14. Mais tout bâbord n'a pas été inondé, entraînant une entrée d'eau encore plus importante par tribord. À 18h30, le HMS La Forêt a apporté de l'électricité et permis aux pompes de reprendre leur travail. Le navire a commencé à être remorqué pour être amené à Gibraltar. Le 14,
À 1h30, le gîte a repris une tournure inquiétante. À 2h15, un incendie se déclare dans la chaufferie. Les équipes sur place combattent l'incendie mais doivent évacuer à 2h17. Toutes les chaudières s'arrêtent. À 2h20, le gîte atteint 20 degrés. À 4h, 27 degrés. À 4h30, 35. Le navire cesse d'être remorqué. À 16h19, le gîte atteint 45 degrés. Puis très vite 90. L'Ark Royal s'éteint à 6h24. La proue disparaît de la mer. Maughan sera traduit en cour martiale pour la perte de son navire, le HMS Ark Royal. L'amirauté assurant que le navire aurait pu être sauvé et qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour le faire. Cependant, il n'a pas été inquiété, car l'amirauté a apprécié ne perdre qu'un homme lors de la perte du navire. Ainsi s'éteint le porte-avions anglais avec le plus grand groupe embarqué, 72 avions. Chiffre purement théorique, l'Ark Royal pouvait en effet prendre que 60 avions, leur taille ayant augmenté de 1934 à 39. Finalement, l'Ark Royal a été une clé de voûte dans la stratégie britannique. Le porte-avions a participé à tous les théâtres d'opération de la guerre. Après tout, la devise du navire était « Désir n'a pas de repos ».